Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 février. Il est exactement 13h25 lorsque je vous enregistre ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vous tenez bon. Aujourd'hui il fait pas très beau, voilà, il pleut. Mais bon, l'eau c'est la vie, hein. Les plantes, etc. aussi ont besoin d'eau. Et puis ça fait un peu retomber la pollution. Donc ça nettoie en fait un peu notre environnement, notre chère terre, qui est un peu attaquée par la pollution de toutes parts. Donc même si pour nous la pluie c'est pas très confortable, que c'est pas... Voilà, on est obligé de se couvrir, on est obligé d'avoir un parapluie ou une capuche ou autre pour se couvrir de la pluie. Il faut jamais oublier que l'eau, si on revient aux composants naturels, l'eau est indispensable. Et pour nous, pour notre corps, mais aussi pour la nature, ça nettoie en fait. Donc on essaye de trouver les positifs dans la situation. Il pleut certes, on est obligé de sortir avec un parapluie, mais ça nettoie, ça nous permet d'avoir une meilleure qualité d'oxygène, de nettoyer l'environnement, donc j'entends la terre, hein, l'extérieur. Et voilà, c'est quand même important parce que si on n'a pas l'eau, je peux vous dire qu'on ne survit pas longtemps. Étant donné également que on est composé, je crois que c'est 70% d'eau ou 80%, je ne sais plus. Donc voilà, petit cours de science et vie de la Terre. Non, je rigole. En fait, c'était tout simplement pour dire qu'effectivement, il pleut, on n'a pas envie de sortir, courage à ceux qui travaillent, mais en même temps, c'est important, même si on n'en a pas envie, certaines choses dont on n'a pas envie sont indispensables, et la pluie est indispensable. Je ferme la parenthèse. Donc j'espère quand même que vous allez bien, que vous avez trouvé votre petit bonheur dans votre bulle, que vous vous concentrez sur des choses qui vous font plaisir. Pas forcément du divertissement, mais des pensées qui vous réchauffent le cœur. Imaginez une rencontre amoureuse, écoutez un livre audio. Moi j'écoute un livre audio là qui est top. Sur YouTube, hein, disponible à tout le monde. J'ai trouvé un autre livre audio d'ailleurs en regardant du contenu sur YouTube de l'auteur Agatha Christie, j'adore. Et je l'ai liké pour l'écouter quand j'aurai fini le livre audio actuel. J'adore les livres audio parce que ça nous plonge dans des histoires, ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de sortir de nos réflexions, de rester trop dans notre tête et de penser à autre chose. Tout ce qui est bon pour un peu d'évasion, je crois qu'aujourd'hui c'est presque indispensable, mais voilà, pas toujours. Faut pas. Moi, je pense qu'il faut doser en fait. Doser. En gros, faut vraiment pas passer tout son temps à regarder des contenus divertissants parce que ça rend un peu bébête. Parce que c'est bien, mais ça nous empêche en partie de réfléchir. Mais voilà, faut que ça soit, j'aime bien utiliser ce mot doser, faut que ça soit à petites gouttes et pas toute la journée. L'objectif, je pense, c'est de construire sa vie, du moins atteindre ses objectifs. Même si on n'a pas d'objectif, essayer de construire sa vie pour ne pas se retrouver avec des regrets. Et c'est vrai que se concentrer sur du contenu divertissant nous empêche de savoir vraiment ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qu'on voudrait accomplir ou pas, mettre en place, on a un rêve. Ça nous empêche de réfléchir à notre vie. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est top, le contenu divertissant, mais ça n'a rien à voir avec nos vies. Donc, autant on peut y consacrer un petit peu de temps, autant il faut aussi passer, je crois, le double, voire le triple de son temps à penser, ok, quelle direction j'ai envie de donner à sa vie, parce que c'est notre vie, ça nous regarde et personne ne va la construire à part nous. Donc, pour ne pas se retrouver à vouloir accuser les autres de ne pas avoir de chance ou d'opportunité parce qu'on est noir, parce qu'on est blanc, parce qu'on est jaune, parce qu'on vit là, etc. Plutôt que de se trouver toutes ces excuses,
si on réfléchit un petit peu toujours à ce qu'on veut, le mettre par papier, l'écrire, moi quand j'ai des idées de projet ou autre, même si je ne sais pas comment je vais le mettre en place, je l'écris. Voilà, je l'écris. Après, plus tard, peut-être que je vais avoir l'opportunité de le créer, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider, peut-être que... Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne prend pas le temps de créer sa vie, on va être rempli de regrets. Voilà, on va être rempli de regrets parce qu'on n'a pas fait les choses qu'il faut, parce qu'on s'est concentré sur des choses qui n'ont rien, mais strictement rien à voir avec nous. J'ai regardé une petite vidéo, c'était hier, où une fille disait, alors c'était un contenu sur relations hommes-femmes, et toujours sur le buzz, parce que, bref, et j'étais intéressée, pas forcément parce que cet homme disait, mais plus par le témoignage de cette femme. Et donc cette femme disait justement qu'elle avait eu plusieurs partenaires durant sa vie, et arrivée à 30 ans, elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle aime. Donc en fait, elle a eu plein de relations, que ce soit sexuelles ou pas, mais en tout cas plein de relations avec des hommes. Mais c'est pas parce qu'elle a eu plein de relations qu'aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, elle sait ce qu'elle aime. Donc quel est son important pour elle? Qu'est-ce qu'elle mettrait en priorité? Non pas on choisit on choisit pas un homme comme on choisirait une salade, mais elle ne sait pas en fait quels sont ces critères importants. Ces critères importants pour choisir un homme, tout simplement. Donc ça fait beaucoup écho au passé, du moins à notre enfance, où on va avoir des besoins, voilà, sur certains sujets comme la sécurité financière si on n'a pas eu enfant, la sécurité d'avoir un homme qui a réussi, ou voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est toujours en rapport avec ce qu'on a déjà vécu, avec nos manques. Et après, on essaye de jauger vraiment ce qui nous correspond, ce qu'on veut voir chez l'autre. Ça n'exclut pas qu'on doit quand même travailler sur nous, sur certaines choses, parce que je vais prendre un exemple. Si on n'a pas eu cette sécurité financière, si on ne sait pas gérer l'argent, si on n'a pas eu de modèle masculin ou autre, ça peut être encore plein de choses. Si on a eu des parents insécures, qui nous ont pas donné beaucoup d'affection, pas beaucoup de démonstration ou autre, ça peut être sur vraiment plein de choses. On va essayer de chercher exactement ça chez l'autre. Mais il faut aussi le conscientiser, c'est-à-dire en prendre conscience que comme on a manqué, on essaye de le chercher chez l'autre, et se dire aussi en amont que c'est pas forcément ce qui va résoudre le problème. Parce que ça vient de nous. Effectivement, on va le projeter sur l'autre, donc ça peut être un critère pour rechercher l'autre, mais il faut se dire que comme c'est quelque chose que nous avons vécu, c'est à nous de travailler. Et donc, comment sortir de ce manquement ? Ça peut être par des actions qu'on met soi-même en place dans sa vie. Essayer d'investir, essayer si c'est un problème financier, une insécurité, essayer de mettre un peu de côté, etc., etc. Même si on va essayer de le projeter sur l'autre, il faut savoir que l'autre n'est pas notre héros. Normalement, il est là, on est censé créer notre univers avec l'autre, il n'est pas censé combler tout ce qu'on n'a pas eu dans notre enfance ou autre. Donc, il y a aussi beaucoup de choses auxquelles il faut prêter attention, essayer de faire une introspection pour se dire, ok, j'ai vécu ça, donc je sais que c'est ce que je recherche chez l'autre. Mais est-ce que vraiment c'est à l'autre de m'apporter cela ? Et très souvent, c'est pas à l'autre de nous apporter cela, mais à nous-mêmes. Et si on le travaille, ce sujet, ok, j'ai pas eu beaucoup de démonstrations d'amour envers mes parents, ma famille, etc. Comment je peux me l'apporter pour ne plus jamais avoir à chercher ça chez son partenaire ? Et je peux vous dire que ça va faciliter vos relations parce que l'autre va avoir beaucoup moins de pression en vous rencontrant parce que vous travaillez
du moins avant de le rencontrer, vous avez déjà travaillé ce point-là. Donc l'autre n'est pas notre héros, il n'est pas notre président, il n'est pas notre porte de sortie, il n'est pas notre sécurité. On ne peut pas effacer notre passé, mais on ne peut pas non plus demander à cette personne, écoute, j'ai vécu ça, s'il te plaît, essaye de me réparer. Et ça complique beaucoup plus vos relations. Parce que la personne, si vous lui racontez déjà votre passé, elle va se dire, ok, elle a beaucoup trop de problèmes, cette nana, ou ce gars. Et puis, elle va se dire, mais je suis pas capable de prendre cette responsabilité. C'est trop lourd. Je peux pas. Alors, c'est une meuf super. Elle a beaucoup de qualités. Elle est gentille, elle est douce. Mais je peux pas prendre cette responsabilité-là, tout simplement que moi-même, je ne sais pas trop où je vais. Je cherche quelqu'un avec qui construire. Je cherche pas à essayer de lui créer tout un univers. Je suis moi-même humain, j'ai des lacunes, j'ai un passé, voilà, je peux pas porter le poids de tout le monde, je ne suis pas Jésus. Et je peux vous dire que c'est vrai. C'est vrai. Cette personne, imaginez-vous 2 minutes, vous rencontrez quelqu'un, et cette personne vous dit, ok, j'ai besoin qu'on travaille ça. Ok, j'ai postulé à un emploi ou pour une relation? Enfin, c'est quoi la différence? Parce que là, tu me demandes de déplacer des montagnes en plus, pour lesquelles je ne comprends même pas, parce que pas seulement parce que ça me regarde pas, mais parce que je ne sais pas de quoi il en est, étant donné que je l'ai pas vécu, donc je ne comprends pas l'importance. Je l'entends, mais je l'ai pas vécu, je le comprendrai jamais comme toi tu le comprends. Donc attends, est-ce que c'est un emploi? Je postule ou... Enfin, vous voyez, et je peux vous dire qu'il y a une grosse pression qu'aujourd'hui on met sur notre partenaire, que ce soit homme-femme, qui ne devrait pas être, parce qu'on fuit notre responsabilité de s'occuper de soi-même, tout simplement. Parce que plutôt que maturer encore et encore ce qu'on a vécu, essayer de vraiment se dire, ok, j'ai vécu ça. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce que je recherche chez mon partenaire? Comment ne plus rechercher ça chez mon partenaire? Je devrais avoir d'autres critères pour choisir mon partenaire. Par exemple, c'est important pour moi qu'il sache gérer l'argent. C'est important pour moi qu'il sache que sa famille, c'est une priorité, qui se mettra toujours devant sa famille. Tel un soldat, si vous voulez. Ça, c'est peut-être à sa portée, c'est peut-être ce qu'il se voit faire aussi. Mais dire à quelqu'un, bon écoute, j'ai ça comme problème, j'ai vécu ça, tu sais, on a abusé de moi en relation, tu sais, on a fait ça, tu sais, on m'a battu, tu sais, j'ai pas eu d'affection, tu sais, j'ai mangé dans les poubelles, tu sais, j'ai... Ok, mais je suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Créateur, je suis quelqu'un comme toi. Toi qui te sens sur ce que tu n'as pas eu, qui fait référence au verre à moitié vide. Moi aussi, j'ai eu un verre, une partie pleine, une partie vide. Je ne te mets pas en exergue le fait, tout ce que je n'ai pas eu en fait. Moi, je viens, je te dis ce que j'ai. Après, où on compose ensemble, où on peut pas. Mais en tout cas, je ne peux pas remplir le vide qui se trouve en toi, tous les manques que tu as eus. Donc, cessons de chercher son partenaire en fonction de tout ce qu'on n'a pas eu. Mais ça m'a vraiment marqué hier quand elle a dit, et c'est pour ça que quand j'écoute certains témoignages, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que la personne elle dit forcément, parce que là c'était un homme, j'aime bien écouter ses contenus, c'était plus ces témoignages de femmes. Des femmes qui pleurent parce qu'elles ne trouvent pas de partenaire, des femmes qui pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, des femmes qui pleurent. Je me dis, ouais, il y a des choses dans le monde qui se passent. Qu'est-ce qu'elles ont vécu? Comment ça se fait que? Et je m'interroge. Mais hier, quand c'était une reprise d'un témoignage d'une femme qui parlait, alors je ne sais pas sur quel contenu, je pense que c'était sur TikTok ou autre, et elle disait, voilà, elle a eu plein de relations. On n'est vraiment pas dans le cas où la fille, elle a peut-être 20 ans, elle ne sait pas ce que c'est qu'être en relation, elle est en train de tâtonner, elle ne sait pas ce que c'est que... Voilà, être en amour avec quelqu'un, elle ne sait même pas ce que c'est que l'amour. Là, on est là, on est avec un profil de femme
qui a essayé des tas et des tas et des tas et des tas de mecs. Elle en a essayé plein, sans jamais se poser la question, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui résonne en moi? C'est même à se poser la question de, quand elle discutait avec ces hommes-là, c'est quoi qui l'intéressait? C'était de se faire courtiser. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est toujours en train de se concentrer sur des choses qui ne sont pas importantes, sans se poser de réelles questions. Qu'est-ce qu'on aime? Pourquoi on fait ça? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on a envie de faire? Donc elle arrive à 30 ans, elle se dit, ok, maintenant je veux une relation. Le problème, c'est pas où vais-je rencontrer ces hommes-là? C'est sur quelle base je vais choisir un homme pour faire ma vie avec cet homme. Et ça, je trouve ça malheureux parce qu'en vrai, on doit... Toutes les relations cumulées, on peut faire le pour et le contre. Ok, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Mais cette femme, certes, elle a vécu plein de choses, elle en a vécu pléthore, pas forcément des histoires tristes, mais elle sait pas ce qu'elle aime. Donc à 30 ans, elle doit faire quoi? Passer 5-10 ans à rencontrer des hommes et à se poser la question, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de construire avec quelqu'un? Eh bien, sauf qu'elle a 30 ans. Alors moi, j'ai rien contre cet âge-là, parce que c'est mon âge actuel. Et je trouve qu'on a encore tout notre potentiel. Par contre, c'est vrai que le temps passe, et donc, plus le temps passe, et voilà, plus on va avoir de mal à enfanter, par exemple. Plus les gens sont aussi exigeants. Ça ne veut pas dire... Alors, je reviens sur mes mots. Plus on va avoir de mal à enfanter, ça ne veut pas dire à 30 ans, on n'est plus fertile. Donc ça, il faut sortir de la tête. Ça veut tout simplement dire que, voilà, sans se mettre la pression quand même, qu'il y a une espèce de compte à rebours et que 30 ans, allez, on va avoir encore 5 à 10 ans pour faire nos enfants. Parce que à partir de 40 ans, voire à partir de 38, 40, avec toutes les merdes qu'on ingurgite, qu'on mange, qu'on boit, tout, notre santé mentale et notre manque d'activité physique, etc., nos problèmes, bref, notre stress qui s'accentue dans le temps, notre corps a du mal, en fait, à créer, à faire en sorte de nous faire avoir un enfant, d'accord? Donc le temps, je suis d'accord, le temps se raccourcit, on est un peu plus pressé, mais 5 à 10 ans quand même, c'est quand même long, d'accord? Donc on a le temps de rencontrer des gens, sauf qu'il faut rencontrer, après il faut parler, etc. Ça sera pas le premier coup. Enfin, du moins la première personne, pas forcément, parce qu'il y a des chances que, mais voilà, ça sera peut-être pas la première personne qu'on va rencontrer à 30 ans, sauf si on l'a pas rencontré avant. Enfin voilà, il va y avoir et comme on dit, c'est step by step. Donc dans une relation, vous allez apprendre à vous connaître, etc. Après, vous allez mettre des choses en place. Après, peut-être vivre ensemble. Après, vraiment, après, vous allez vous dire faire un enfant. Ou alors, il y a des gens qui se disent, bon, des femmes entre guillemets, qui se disent, bon, à la trentaine, le premier mec, enfant, bam, strike. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire, etc. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre la pression à fond. Vraiment, à 30 ans, les femmes, c'est bon. Franchement, c'est dégueulasse de jouer sur ça et de jouer sur nos peurs. Parce qu'il y a vraiment des femmes qui veulent tomber enceintes. Moi, c'est mon cas. J'ai pas envie de me dire j'ai pas le temps, il faut absolument que je fasse un enfant comme ça, là, tout de suite. De par ce que j'ai vécu, j'ai quand même envie de choisir un bon partenaire, d'essayer de voir si vraiment on va pouvoir élever cet enfant. Et je me dis qu'il n'est pas trop tard. Voilà, donc il faut essayer de penser à autre chose que j'ai plus le temps, il faut là que je trouve le bon. Parce que plus on va se mettre la pression, et moins on va rencontrer cette personne. Et en plus, même si on ne vous le dit pas, le fait que vous avez ce genre d'inquiétude-là, quand vous rencontrez quelqu'un, même sans le dire explicitement, vous allez mettre une pression à cet homme. Allez, viens, on se met ensemble, allez, viens, on construit, allez, viens, oui, on va avoir un enfant. Et en fait, mine de rien,
vous, ça vous paraît normal parce que vous dites on a 30 ans, je viens de rencontrer un homme bien, etc. Peut-être que cette personne n'est pas encore en train de réaliser ça. Dans sa tête, peut-être qu'elle est juste en train de dire ok, c'est une femme super, c'est un homme super. Ok, attends. J'attends de voir. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez la trentaine, vous parlez déjà de faire des enfants, de maison, etc. Je peux vous dire qu'il y a des hommes qui sont ok, il y a des hommes qui sont pas ok, parce que vous allez trop vite. Vous allez trop vite, il reste encore à découvrir. Les hommes marchent vraiment petit à petit, sauf si ça fait peut-être 4-5 ans qu'il pense vraiment à se mettre en couple, etc. Il vous a rencontré, il se dit, elle, c'est la bonne. Mais s'il n'a pas encore maturé ça, c'est-à-dire l'idée d'être avec quelqu'un, de construire quelque chose, d'avoir un enfant, une maison, etc. S'il n'a pas encore maturé, que vous lui mettez ça sous le nez, il va avoir une pression. Donc, même si vous ne le dites pas à la personne explicitement, j'ai envie d'un enfant. Alors, les gens qui font ça, laissent tomber. Mais si vous ne dites pas à la personne, j'ai envie d'un enfant, etc., mais que vous le faites comprendre, alors que lui, il vient de vous rencontrer, il n'est pas du tout encore à ce niveau-là, il va vous filer entre les doigts. Donc, la pression que vous vous mettez, vous la mettez sur votre partenaire, que ce soit homme-femme. Je peux vous dire que c'est pas agréable et vous diminuez vos chances parce que cette personne, c'est pas qu'elle vous correspond pas ou autre, c'est juste que vous lui avez mis trop de pression. Personne veut la pression. Imaginez-vous dans un examen et cette personne... Et vous avez une personne qui passe son temps à vous dire « il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses, il faut que tu réussisses ». Dites-vous que cette pression-là, c'est un peu ce que vous faites quand vous rencontrez quelqu'un parce que vous-même, vous avez déjà la pression et donc vous le transmettez, que ce soit implicitement ou explicitement. Donc, zen sur ce sujet, zen, vraiment zen. Je dis pas que vous devriez enlever l'inquiétude, mais il faut souffler, vraiment souffler. Essayez de vous centrer sur autre chose. Et là, vous allez peut-être avoir plus de chance de rester... Je pose mes lunettes. Vous allez peut-être avoir un peu plus de chance que la personne ne s'enfuit pas. En plus, avec tous les contenus, je vais mettre encore ça en avant, mais avec tous les contenus qu'on écoute... On est un peu dans une génération où il y a un petit combat entre hommes-femmes et l'homme, enfin beaucoup ceux qui écoutent du contenu, se disent la femme vient seulement parce qu'elle veut l'argent. Et c'est une vision biaisée parce que tout le monde ne veut pas l'argent. Mais plus vous avancez et plus vous avez, j'ai envie de dire, des crétins qui pensent comme ça. Donc voilà. Il y a aussi une distorsion de la réalité qui complique les choses. C'est pas forcément vous, c'est le contexte dans lequel on vit, c'est toutes ces vidéos empoisonnantes à informations empoisonnantes qui, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est un peu de la malchance, mais c'est comme ça. Là où avant nos parents, il y avait d'autres priorités, aujourd'hui, nous on est dans un autre contexte. C'est pour ça qu'on dit l'accès à l'information c'est bien, mais on parle de quelle information ? L'information qui est utile, d'accord, qui va nous servir, ou l'information qui nous empoisonne. Et beaucoup s'exposent à des informations qui nous empoisonnent. Vous allez voir des contenus où ça va être que mettre en avant les erreurs des femmes. Mettre en avant la toxicité, par exemple, des hommes. Et il faut faire attention avec cela. Que ce soit homme, femme, des deux côtés, il y a du contenu qui nous empoisonne. Moi, j'ai toujours dit, on apprend aussi avec les témoignages. C'est vrai, mais il ne faut pas toujours, comment dire ça, le prendre comme véridique. Pourquoi ? Parce que quand on raconte une histoire ou ce qui nous arrive, il y a toujours cette perception de la personne. C'est ce qu'elle a cru, c'est comment elle l'a vécu, ce qui n'est pas forcément totalement la vérité, mais comment elle l'a perçu. Et ça change. Parce que quelqu'un qui aurait vécu cette même histoire peut le percevoir d'une autre manière. Donc, il faut le prendre avec des pincettes.
Quand c'est les faits, ok? Mais il faut toujours prendre les histoires avec des pincettes. Ne pas se dire, elle a vécu ça, donc c'est forcément ça. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en mettant de la nuance. Et forcément, il ne faut pas l'intégrer à sa vie. J'ai écouté une femme qui a vécu ça. Vous pensez vivre la même chose. Ah, ça veut dire que c'est ça. Non, c'est trop simpliste. Donc essayez de... Moi, je vous dirais, essayez de prendre du recul. Tout homme n'est pas toxique, il faut arrêter. Il y a aussi beaucoup de... Comment dire ça moi, ça me tue, ça, les hommes. Tout homme est toxique. Ah, il a fait ça, il est toxique. C'est peut-être juste son logiciel. Vous voyez, il a grandi comme ça, il a certaines croyances, donc il pense agir de la meilleure façon, par exemple. Je dis pas que c'est bien ou mal, c'est pas ce que je vous dis. C'est que est-ce qu'il en a conscience? Voilà, il y a ça aussi. Pareil pour la femme qui va essayer de chercher chez un homme le super-héros, la personne qui va lui apporter des paillettes dans sa vie. Ouais, ça va être trop bien quand il va rentrer dans ma vie. Je vais enfin avoir l'amour que je recherche, le soutien. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Et il a une partie de goujaterie comme tous les hommes. Mais il y a des degrés. Il y a des degrés. Voilà, donc il faut prendre vraiment les choses avec vraiment des pincettes. Mais bon, ce que je voulais vous dire, je sais plus là où je voulais en venir. Mais l'essentiel quand même, c'est de toujours se prioriser dans le sens où c'est nous qui construisons notre vie. On met chaque pierre, d'accord, pour se construire son environnement, son jardin intérieur. Ça peut être pierre et tous les matériaux que vous voulez, des arbres et autres. Tout ce que je vous dis, c'est que prenez les choses avec pincette, surtout ce que vous écoutez. Et n'y mettez pas foi dans tout. Parce que si vous mettez de la foi, si vous croyez dur comme fer à ce qu'on vous raconte, que ce soit une histoire vécue ou pas, un témoignage véridique ou pas, si vous croyez dur comme fer, vous pouvez très bien non seulement l'attirer, mais voir à travers cela et finalement vous empêcher de construire votre vie. En fait, vous êtes un verre où vous êtes rempli des croyances et de la vie des autres. Voilà c'est quoi votre vie. Personne n'a envie d'une vie comme ça. Chacun a envie de personnaliser sa vie. Et donc, écoutez du contenu en sélectionnant, mais aussi en dosant, quoi. Voilà. Je ferme le chapitre. Aujourd'hui, je suis venue plus vous parler de mon expérience dans le domaine de l'épilation. Donc, le titre, c'est tout simplement du rasoir à l'épilation définitive au laser. Quand j'étais petite, j'ai pas forcément grandi avec des parents qui mettaient en avant comment une femme doit prendre soin d'elle. Voilà, moi, la base de mes parents, c'était de se laver. Voilà, il fallait juste se laver. L'histoire de parfumerie, se parfumer, etc. C'était pas trop ça. Ma mère n'était pas dedans. Pourtant, c'est une femme qui allait toujours se faire coiffer chez le coiffeur. On a un peu des coiffeurs, des coiffeuses capverdiennes qui font ça chez elles. Donc, s'il y a une chose qu'elle faisait, c'est elle allait se faire les cheveux tous les 2-3 semaines. Elle allait se faire son petit brushing. Au-delà de ça, elle se maquillait pas, une peau très jolie, peau très jolie, elle mettait vraiment très peu de produits. Elle n'avait pas des tonnes de produits, je lave mon visage avec tel produit, etc. Donc très très minimaliste. Et sa priorité n'était pas d'instruire à ses filles comment prendre soin d'elles. Voilà. On a toujours été, moi et mes sœurs, un peu à tâtons, on se cherchait comment prendre soin. Alors moi, très petite, j'étais coquette. Mais coquette, vraiment minimaliste, mais coquette. C'est-à-dire que j'aimais bien prendre soin de moi. J'aimais bien quand on me tressait.
J'aimais bien voilà, mettre de la crème, bien brosser les dents, etc. etc. Ma créativité, je la portais plus sur comment me coiffer. Quand ma mère nous a laissé l'opportunité de nous occuper de nos cheveux, parce qu'on grandissait et que voilà, ça n'allait plus avec faire des petites tresses. Elle nous a un peu, elle nous l'a pas dit explicitement, mais en gros, on a compris qu'on devait prendre soin de nos cheveux par nous-mêmes, s'en occuper du moins. Et donc, c'était à nous d'essayer de nous coiffer, etc. Et donc, il fallait être créatif. Et moi, c'était l'opportunité pour moi, parce que j'avais toujours aimé un peu toucher mes cheveux, etc., de prendre soin de moi. Donc, tu essayes d'inventer des coiffures, de plaquer tes cheveux, etc. Tu tâtonnes parce que t'as pas quelqu'un qui te dit comment faire. Tu trouves des modèles, donc tu recherches des modèles sur des personnes de ton environnement. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas de téléphone sur Internet et autres. Tu recherches un peu des modèles visuels autour de toi, comment la personne elle se coiffe, et après tu fais travailler ton imagination. Donc, ce qui a facilité la relation avec mes cheveux, c'est d'apprendre à me débrouiller avec mes cheveux, en fait. C'est que je devais faire, j'avais une touffe de cheveux de dingue. Dans la famille, on a beaucoup de cheveux. Et ou tu te débrouilles avec tes cheveux pour essayer de composer avec, ou tu n'y arrives jamais, en fait. Et bien plus tard, voilà, début d'Internet, accès à YouTube, etc. On apprend des tutos, le gel à utiliser, etc., les couleurs, les lissages et tout qu'on sort. Mais au début, il fallait que j'apprenne à brosser mes cheveux, à les coiffer, à les démêler, la sensation et tout, comment les laver, etc., quels produits utiliser, tester des choses, etc. En fait, si on ne fait pas face à ses cheveux, on n'apprend jamais à se coiffer. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Voilà, moi je me suis déjà vue pleurer parce que je n'arrivais pas à tasser mes cheveux. Vous allez me dire, mais quoi? Ouais, je n'arrivais pas à attacher mes cheveux. Et j'avais beaucoup de cheveux, j'avais un élastique, on n'a pas d'argent forcément pour s'acheter tout plein de choses. J'avais un élastique, le matin j'arrivais pas à me coiffer, j'avais la pression, enfin voilà, tu fais face à tes cheveux. C'est pas une question de pas aimer, c'est que c'est tes cheveux, point à la ligne. Donc tu fais avec. Donc voilà. Donc là où je voulais en venir, c'est que j'avais pas forcément des parents, une mère, qui m'ont montré comment prendre soin de moi, etc. Quand on commence à être adolescente, je me rappelle aussi que quand j'ai commencé la première fois où j'ai mes règles, la petite tache dans ta culotte, tu sais ce que c'est. J'étais en 6e, j'étais la première de mes sœurs à avoir mes règles. Et je me vois rejoindre ma mère dans la cuisine et lui dire « Maman, j'ai mes règles ». Et elle me dit « Ah bon, comment tu sais ?» Et je lui ai inventé une histoire parce que j'ai une amie qui a la même chose et qui m'a dit que c'était ça. En fait, c'est pas vrai. C'est que j'ai été très curieuse très tôt et je savais que les femmes avaient leurs règles, en fait. Mais voilà, on a... Beaucoup de parents n'ont pas cette relation pour discuter avec leurs filles et leur dire voilà, à un certain âge, tu vas avoir des règles, alors voilà ce que c'est, etc. Ils ne savent pas forcément communiquer. Je me vois aussi voler alors on allait très souvent chez une copine de ma mère et sa grande fille qui était adulte, c'est elle qui nous coiffait. Je fouillais un peu. Moi, j'étais une fouine en fait quand j'étais enfant parce que je fouillais un peu pour savoir ce qui était dans le tiroir des femmes. Donc là où j'allais, je sais, c'est pas bien, voilà, pas de leçon de morale s'il vous plaît. Je fouillais et non pas seulement pour voler, mais pour voir ce qu'il y a. Et une fois, on était chez l'amie une amie de ma mère qui habitait pas très loin de chez nous.
Et cette femme qui nous coiffait, très jeune, mais voilà, elle nous coiffait, c'était une adulte, elle rentrait dans sa phase adulte. Elle avait un petit carnet qui parlait en fait de la sexualité. Donc c'était un petit carnet informatif où il était écrit ce qu'était le corps d'un petit garçon, ce qu'était le corps d'un homme, ce qu'était le corps d'une femme, avec des petits schémas, etc. Plein de contenu comme ça, mais c'était vraiment un tout petit carnet qui nous informait sur ce que c'était que notre corps. Et il y avait, je me vois encore le voir, il y avait un dessin de l'appareil génital de la femme et de l'appareil génital de l'homme. Et moi, je l'ai feuilleté, voilà, je l'ai feuilleté. Hein. Et un jour, ma mère, elle est tombée dessus. On était en train de manger. Mes sœurs ne l'avaient pas vu. Ma mère, elle arrive furieuse dans la cuisine, on est en train de manger. Elle me dit, c'est quoi ça? Et elle l'a jeté à la poubelle. Sauf qu'on arrive dans l'adolescence. Donc, on fait comment? Tu nous en parles pas, etc. Elle a dû se poser la question, mais où est-ce que j'ai chippé ça? Comment ça se fait que ça se retrouve chez elle, etc. Mais il faut savoir, c'est que c'est ce dont nos corps sont composés. Donc, en vrai, il n'y a pas de honte. Mais, voilà, dans certaines familles, c'est tabou. Pourtant, c'est le corps, on compose avec, on le touche tout le temps. Et quand tu es adolescent, voilà, t'as pas de conversation avec tes parents sur, voilà, ce que c'est, à quoi ça te sert, etc. C'est toi qui es obligé de comprendre, ok, qu'est-ce que c'est? Donc, moi étant une fouine, enfant, tu m'en parles pas, je vais chercher les informations parce que c'est des choses qui m'interrogent. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est de la curiosité. Pas mal placée, c'est juste que je suis en train de découvrir la vie. Là où je veux en venir, c'est que, voilà, on n'a pas tous eu des parents qui nous expliquent les choses. Ce qui est regrettable en vrai, mais je m'en suis quand même sortie dans la vie. Mais plus tard, c'est pas à faire. Moi, je pense pas. Surtout aujourd'hui, avec Internet, on peut tout savoir sur Internet. Autant des contenus informatifs sur ce que c'est notre corps, nos seins, nos appareils sexuels et autres. Plutôt que de l'apprendre de la bouche de nos parents, vraiment pour la connaissance, parce qu'on va devoir faire avec, c'est notre corps et ça sera notre réalité. Bah les parents qui ne vont pas discuter avec leurs enfants qui sont dans l'adolescent, ils vont chercher cela, des contenus pas toujours bien traités sur Internet. Et ça, je peux vous dire que c'est la pire façon de s'informer. Et beaucoup de petits garçons, étant donné qu'on sait que le marché du porno est un marché fleurissant qui fait gagner vraiment des milliards et des milliards d'argent, les petits garçons sont exposés très tôt au sexe et les petites filles aussi. Regardez, j'ai appris là il y a 2 jours qu'il y avait une fille qui se prétend être professeure de physique qui s'expose sur TikTok, qui est censé être un contenu de jeunes, pour s'exposer et faire des choses à caractère sexuel. Sauf qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas encore et qui vont penser que c'est un jeu, d'accord? Ça n'a pas de conséquences, le sexe, etc., etc. Pareil pour les filles qui vont très tôt exposer leur physique parce qu'elles vont le voir, parce qu'elles vont se dire que c'est rien, parce qu'elles vont vouloir imiter. Et c'est un des dangers dont on ne parle pas, mais qui est véridique, c'est-à-dire que très tôt, elles vont avoir un bagage parce qu'elles ne savent pas la portée de leur action et de leur dire. Et ça, c'est très malheureux. Mieux vaut avoir des parents conscients,
discuter avec leur enfant de « écoute, il y a ça sur les réseaux, c'est pas à faire. Pourquoi ?» Pas seulement leur dire « il ne faut pas faire », mais pourquoi ? Prenez des articles, des conséquences, exposez vraiment, parlez avec... En fait, traitez le sujet sous toutes ses formes, avec des articles, des vidéos. Vos enfants vont vous, si vous avez des enfants, vont poser des questions, essayer de comprendre pour se dire « ok, je ne dois pas aller dans ce sens-là ». Mais si vous n'expliquez rien, moi ma génération a eu la chance de ne pas avoir Internet tôt, mais c'est pas le cas de cette génération. C'est les générations qui viennent après les 93. Les 2000 par exemple sont exposés très tôt, ou voire encore plus, les 2005, 2006, sont exposés très tôt à la sexualité sans comprendre la portée, sans comprendre la sphère sacrée, le pourquoi, etc. Plein de domaines. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des questions. Ils ont des questions, hommes-femmes, petits garçons, petites filles, ont des questions et qui prennent le sujet, qui vont essayer de s'informer sur les sujets et qui vont tomber sur des contenus qui ne sont pas adaptés, qui ne vont pas traiter la chose sous toutes ses formes. Et ça, c'est regrettable. C'est même pas c'est pas être mauvais parent, c'est juste ne pas savoir discuter avec son enfant. Pourquoi ? Parce que on ne veut pas qu'il sache, or, il en dépend de leur vie. Parce que si vous les informez pas, ils vont aller s'informer. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu sais plein de choses. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas eu cette mère. Elle était très bien, c'est pas le souci. Ce que je dis, c'est une génération où la coquetterie, c'est pas pareil chez tous les foyers. Je sais que dans d'autres foyers, la coquetterie, c'est la base, surtout avec les petites filles. Quand t'as une mère qui se fait les ongles, les cheveux, qui se maquille, etc., la petite fille, elle voit, voilà. Mais quand ta mère, c'est pas son truc, et en plus la conversation, c'est pas son truc aussi, et ben tu tâtonnes. Donc voilà, j'avais volé ce petit livret qui montrait la sexualité, etc. Et pareil pour l'épilation, on m'a pas dit comment m'épiler. Donc tu as des poils, tu as déjà vu un rasoir, tu sais que tu te rases. Voilà, j'ai pas eu ma mère qui m'a dit bon, tu sais, arrivé à cet âge, tu commences à avoir une pilosité, ce qui est tout à fait normal. Donc, il va falloir que tu t'épiles si tu le veux, bien sûr, etc., etc. Et ce qui est discuté de pourquoi on a des poils, etc. Donc, j'ai dû acheter des rasoirs. Au début, je n'achetais pas des rasoirs parce que je n'avais pas d'argent. Je volais des rasoirs de mon père. Et je me rasais. Et je gardais le rasoir. Donc, tu es amené, quand tu n'as pas des parents qui discutent avec toi, à faire des choses parce que tu peux pas rentrer dans la conversation. Maman, est-ce que tu peux m'acheter des protège-libres ? Maman, est-ce que tu peux m'acheter des serviettes hygiéniques ? Moi, c'était un combat. Maman, est-ce que tu peux m'acheter des rasoirs pour me raser ? Donc, comme la discussion était fermée, j'ai dû voler. Et c'est malheureux, je peux vous dire, mais on survit. Donc, j'ai cette pilosité. Il faut que je me rase parce que trop la honte, je peux pas montrer comme un yéti. Je me rase. Ma mère, elle voit bien que je me rase. Elle me pose pas la question de qui t'a fourni, Non, elle veut pas rentrer dans le sujet. Tous les jours, à la moindre apparition de poils sous la peau, c'est-à-dire que le poil n'était même pas encore bien sorti, je me rasais. Je me rasais tous les jours. Tous les jours. La première personne qui m'a dit « Écoute, c'est pas bien de se raser tous les jours. » En fait, pourquoi je me rasais tous les jours ? Parce que je ne supportais pas la pousse des poils. Vous savez, cette sensation où vous sentez le buisson, là. Il pique ce poil. Hein. C'est pas seulement un poil. C'est un poil qui est quasi une arme. Le truc pique. Il pique.
Tu passes ton déo, on peut même faire un ASMR dessus, je sais pas si on dit ça comme ça, à la poussée des poils, vous vous rasez, le lendemain il y a des poils, vous mettez votre micro, vous mettez votre déo, vous allez entendre... Oh, ma phobie, très jeune, ma phobie. Tous les jours, fallait que ma peau elle soit lisse, clean, parce que j'aimais cette sensation de douceur. Donc tous les jours, je me rase. La première personne qui m'a dit c'est pas bien de se raser tous les jours, c'est ma grande sœur. Sauf que moi, je me disais non, mais c'est mort en fait. Il n'y aura pas ce truc piquant là. Je vais pas le laisser pousser. Donc toutes ces années-là, j'ai passé mon temps à me raser. Ma hantise pour ma mère, parce que je passais un temps fou dans la salle de bain avec de l'eau. Et elle me disait, à chaque fois que je rentrais dans la salle de bain, elle se mettait derrière. Elle en a fait sa mission d'âme. Elle se mettait derrière la salle de bain, toc, toc, toc. Sophia, il faut que tu sors. Sophia, il faut que tu sors. Sophia, tu gaspilles trop d'eau. Sophia, tu passes trop de temps dans la salle de bain. Normalement, on est censé être avec sa fille, essayer de comprendre ce qu'elle fait dans la salle de bain, essayer de discuter. Mais elle, c'était en mode, mais qu'est-ce que tu fous dans la salle de bain autant de temps ? Je peux pas dire, mais maman, je prends soin de moi, je m'épile. Bah non. C'était sors de la salle de bain à coups de menaces, à coups de sors, allez, dépêche-toi, il y a des gens. Juste à un moment, je pense que c'était devenu son kiff de me faire chier dans la salle de bain. C'était devenu son kiff. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai essayé de m'adapter, j'ai essayé de fermer l'eau entre temps, etc. Mais même, c'était plus le gaspillage d'eau, c'était devenu le temps que je passais dans la salle de bain. Sauf que je suis adolescente, qu'est-ce que je fais? Je prends soin de moi. Tu peux pas dire ça à ta mère. Tu prends soin de toi pour aller où? Pour faire quoi? T'es qui en fait? Donc je peux pas lui dire que je prends soin de moi. Très tôt, j'ai été exposée à de l'eczéma, problème de peau sèche, parce que les gels douche qu'on utilisait, c'était pas adapté. Enfin, vraiment, ma fille, si j'ai une fille, va être bénie. Vous rendez pas compte que dans le temps où on est, certes, il y a des choses auxquelles on aurait pu s'en passer. Autant aujourd'hui, on est sensibilisé sur ça, sur comment traiter sa peau, sur quels produits utiliser, etc. Ce qui n'est pas le cas de toutes les générations. Et je peux vous dire que c'était dur. Moi, il me fallait de la crème. Les gels douche n'étaient pas adaptés. Je grattais ma peau j'ai dépigmenté ma peau au niveau des aisselles, au niveau de mes tétons, au niveau de mes jambes. Mais les plaques disparaissent. Là, j'ai encore une toute petite tache. Je me grattais de stress. Je me grattais par manque de crème, je me grattais je voyais ma peau en dessous de mes ongles, ma mélanine en dessous de ma peau. Autant vous dire qu'il y a un monde. Et aujourd'hui, quand notre génération, comme elle en a pris conscience et qu'on est un peu plus dans cela, prendre soin de sa peau, les crèmes, etc., qui sont accessibles, on est plus informé, on va pas reproduire cela. Donc c'est un mal pour un bien, mais c'était l'horreur. Donc non seulement je me rasais tout le temps, etc. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée, enfin pas d'argent, pas de sous, etc. Quand je suis passée à l'étape d'au-dessus, c'était quand je suis rentrée en contrat de professionnalisation en tant qu'assistante dentaire et que j'avais mon premier salaire. Vivance! Pourquoi? Parce que tu as ton argent. Je gagnais 1 000 €. Tu as ton argent avec une sale conne de dentiste qui exploitait plus qu'autre chose et qui pourrait Un contrat de professionnalisation, tu gagnes pas beaucoup. Mais elle, vraiment, putain, je sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais elle m'a pris pour une cruche, tu vois, elle sort d'une banlieue, elle connaît rien de rien, je vais lui faire des heures, je vais pas la payer. Elle m'a vraiment pris pour une conne. Bref, c'est un autre sujet. Premier contrat de professionnalisation, premier salaire, qu'est-ce que je décide de faire? Je vais m'épiler à la cire. Je me dis stop les rasoirs, je m'épile à la cire. J'ai une petite adresse, c'est une fille qui louait un local dans une onglerie et elle est épilée. Je l'ai trouvée très bien, elle discute, elle est très ouverte, etc.
Puis après, j'ai dû me séparer d'elle tout simplement parce qu'elle avait décidé de ne plus faire ça au même endroit et de le faire à domicile. Sauf que je l'ai fait une fois, je voulais la garder, sauf que je l'ai fait une fois et après j'ai arrêté. Mon père était à la maison, non pas qu'il m'empêchait de faire, mais tu peux pas toujours faire rentrer des gens chez toi pour te faire épiler. Donc je l'ai fait une fois, après je me suis dit je suis obligée de me séparer d'elle, je peux pas toujours faire, je suis pas chez moi, je peux pas faire venir mon épilatrice pour mon esthéticienne, pardon. Mon esthéticienne. Et puis j'avais un souci de propreté. Quand j'accueille quelqu'un, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit clean. Donc il y avait double ou triple du travail. Il faut que ta maison soit propre, ordonnée, qu'elle sente bon, etc. Sauf que dans les maisons de certains de nos parents, ça sent des odeurs de bouffe, etc. Bon, je me suis dit, je l'ai emmené une fois après, voilà, je peux pas faire plus, je peux pas, voilà. Ce que je fais, c'est que je prends un abonnement chez Body Minute, juste en face de chez moi, de chez ma mère. Il y a un Cora, et dans Cora, il y a un nouveau Body Minute qui vient d'ouvrir. Top. Je fais ça quelques années, peut-être 1 ou 2 ans, et après je me dis, non. Je me plains que c'est pas bien fait, qu'il y a encore des poils qui restent. C'est-à-dire que quand vous jetez un coup d'œil rapide, vous vous dites vous êtes épilé. Quand vous regardez vraiment votre partie, soit ça les aisselles ou le maillot, avec attention, arrivé chez vous devant le miroir, vous vous dites mais il y a plein de poils là. Donc moi, j'ai rien contre Body Minute, mais vraiment c'est fait à la va-vite. Et tous les poils ne sont pas enlevés. Sauf que je paye pour ça un abonnement tous les mois. Je paye. Et il y a encore des poils. On pourrait se dire, mais c'est pas grave, c'est un de poils. Non, c'est pas un de poils. Si vous prêtez attention, moi j'avais encore beaucoup de poils. Et c'est des petits poils. Parce qu'en fait, elles ont un temps pour garder une personne dans une cabine. Donc elles sont en mode j'enchaîne les personnes, on n'a pas le temps, je passe les poids, je passe la cire et en moins de 2 je finis. Sauf que c'est pas bien fait en vrai. On ne prend pas le temps nécessaire de bien faire les choses. On est un peu à la chaîne. Donc ce qui se passe, qui est arrivé chez moi, pour moi il y avait encore plein de poils. Et le hic, c'est pas tous ces poils-là, c'est que ces poils-là vont continuer de pousser. À côté d'une partie lisse, tu as une partie de poils qui sont encore là et qui vont prendre de l'épaisseur et qui vont continuer de pousser. Sauf que tu viens de te faire épiler. Comment ça se fait qu'une semaine après, tu as des poils qui sont encore là? C'est pas que ça repousse, c'est que ce sont des petits poils qui n'ont pas été enlevés. Donc l'horreur pour moi. 1, 2 fois, 3 fois, j'ai pas d'autre moyen, je peux pas retourner au rasoir. Je continue toujours en râlant à la fin de mon épilation de putain, il y a plein de poils. Ce que je fais, je me dis ok, j'arrête Body Minute. À ce moment-là, je me dis je vais faire moi-même mon épilation. J'achète le matériel. À ce moment-là, je suis plus chez mes parents, je suis déjà en colocation à Gonesse. J'aurais pas dû dire Gonesse, c'est pas grave, je l'ai dit. Je suis en colocation. Et là, on vit avec 3 filles en coloc. Après toutes les péripéties familiales et autres, j'ai quitté chez ma mère, je suis allée chez ma cousine, etc. Je suis allée dans ma première colocation. Souci d'épilation, c'est toujours pour moi, c'est pas un problème, mais c'est toujours un sujet très important pour moi. Mes parties doivent être clean. Je me dis, je suis jamais bien, etc. Après, il faut aller dans un Body Minute, etc. Si tu prends pas l'abonnement, je crois que c'est plus cher. Bref, je décide de faire ma propre épilation. Ma première expérience est dans ma chambre, tout seul, après avoir acheté le matériel, donc la machine à faire fondre la cire, et je me lance dans ma chambre toute seule à m'épiler à la cire. Et les deux colocataires femmes, parce qu'on n'était que des filles, m'ont dit « Waouh, c'est toi qui fais ça, etc. Waouh, t'es courageuse, etc. » Parce qu'elles étaient toujours au rasoir, là où moi, j'avais upgrade.
Voilà, donc je me bats dans ma chambre à m'épiler. Je fais un aisselle et puis deux. Je ne suis pas allée à faire tout mon corps à la cire parce que c'est nouveau pour moi. Et je peux vous dire que c'est un mental de malade. Quand tu dis, attends, je viens de mettre la cire, il faut que j'arrache cette bande de cire. T'appréhendes plus que la douleur. T'appréhendes. Ça va me faire super mal, je vais arracher le poil, etc. Donc, tu as les mains moites, etc. Je fais un aisselle, je suis contente, je descends, j'en parle, on discute avec mes colocataires, mes anciennes colocataires, je remonte dans ma chambre, je fais l'autre. Et il y a une barrière qui s'est effondrée. Parce que nouvelle croyance, je peux le faire par moi-même. Je viens de tester, j'en suis pas morte, j'y ai survécu, je peux le faire. Et à partir de là, toujours, je vais m'épiler toute seule. Les aisselles, premièrement. Une fois que j'ai pris la main, j'ai même pas regardé de tuto, je vous dis la vérité, j'ai même pas regardé de tuto. C'est bien après que je regardais le tuto, parce qu'après, une fois qu'on a passé l'étape de « je peux le faire tout seul », on s'essaye encore et encore. On veut acquérir la technique. Mais pour l'instant, au tout début, on veut juste essayer de s'enlever les poils. Vous savez, cette action de je mets la cire, j'arrache la bande. Je mets la bande, j'arrache la bande. C'est bien après que j'ai essayé d'acquérir la technique. Et après, je suis passée au level 2. On fait le maillot. Donc, les aisselles, c'était du gâteau. Les aisselles, c'est du gâteau pour moi. Là, je veux faire le maillot. Pour le maillot, je n'ai jamais fait les lèvres, quoi qu'une fois. Pour le maillot, j'ai toujours fait le dessus. Après, au niveau des cuisses et des lèvres, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait le dessus. Il faut savoir que moi, comment dire ça, ce que j'aimais faire chez l'esthéticienne, c'était le ticket de métro inversé. C'est-à-dire que la petite bande de poils que tu laisses, je préférais la laisser au niveau des lèvres. Je trouve que c'est une bonne protection contre tout plein de choses et que, à mon avis, c'est mon opinion, faut pas tout retirer. Je l'ai déjà fait, on en fait petit enfant, etc. On fait son maillot intégral. Pour moi, c'est pas top. Je trouve qu'il faut quand même laisser un filet de poils au niveau de ses lèvres parce que c'est une protection pour pas laisser passer les poussières, etc. Voilà. Donc, déjà, chez l'esthéticienne, à la base, je faisais le ticket de métro inversé. Quand j'ai voulu faire chez moi l'épilation, j'ai pas fait le ticket de métro inversé. Tout ce que je me suis fait, c'est retirer le dessus des poils, le haut du maillot, et je laissais le reste des lèvres et le côté. C'était vraiment des zones beaucoup trop compliquées en termes d'accessibilité, et la sensibilité est autre. Donc, je commence à me faire la main en enlevant tout le haut du maillot à la cire. J'adore ça. Je me fais les petits côtés des cuisses qui sont bien visibles, etc. Et une fois, je suis dans un anniversaire et il y a une des cousines... il y a une des cousines qui dit, qui donne cette information. Je ne sais plus on parlait de quoi, vous savez, on parle de tout. Et elle dit, ah, moi j'utilise un petit appareil pour raccourcir les poils. Parce que cette information est pour moi d'une utilité publique. Au début, quand je me suis épilé le dessus du maillot, au niveau de mes lèvres, je coupais la longueur des poils restants au ciseau. Au ciseau. Je coupais au ciseau. C'était long, c'était fastidieux. Et quand cette cousine me parle de ce petit appareil pour raccourcir les poils, c'est un petit appareil vite qu'on peut trouver en d'autres marques, mais moi c'était vite. Mon premier appareil c'était VIP, donc j'achète cet appareil pour raccourcir mes poils au niveau de mes lèvres, pour tailler en fait, raccourcir, plutôt que retirer. Et c'est vrai que c'est plus confortable que utiliser le ciseau. Donc ça m'a considérablement changé la vie. À partir de là, j'ai mon combo. Voilà, j'arrive à faire mes aisselles.
correctement. J'arrive à faire mon maillot de manière satisfaisante, c'est-à-dire je raccourcis mon poil au niveau de mes lèvres et sur le côté. Et le dessus de mon maillot, je retire à la cire, etc. Le hic, c'est que quand vous voulez faire ça, ce qui fait le plus mal, c'est pas vraiment de retirer le poil, je vous le dis. Pour moi, ce qui fait le plus mal, c'est le fait que le poil soit trop long. Quand le poil est trop long, que la cire s'accroche au poil, ça fait très très mal. Et quand le poil est trop long, qu'on applique la cire, il y a beaucoup plus de chances que le poil se casse. Donc ce que je fais, et que j'aurais voulu savoir bien avant, quand vous appliquez la cire, si le poil est trop long, coupez avant. Coupez. Vous utilisez un petit appareil vite, V-E-E-T, un petit appareil, c'est une espèce comme une mini tondeuse, mais pour femmes, pas très grand, il est vraiment très petit, il est fin. Vous utilisez cet appareil-là pour raccourcir le poil. Une fois, pas forcément vraiment collé à la peau, mais vous raccourcissez la longueur du poil. C'est uniquement à partir de là que vous appliquez la cire. Et je peux vous dire que ça fait beaucoup moins mal. Ça fait beaucoup moins mal. Ça a été une révolution pour moi. À partir de là, je manie, d'accord, j'arrive à faire, j'arrive à avoir un niveau de satisfaction. Parce que j'arrive à ne plus avoir de poils, même si ça repousse, mais j'ai une technique qui fonctionne, qui me laisse 2 à 3 semaines de répit quand c'est très bien fait. Et mon maillot, j'arrive à me sentir confortable au niveau de mon maillot parce qu'elle est bien taillée. Vous savez, c'est comme aujourd'hui les hommes qui prennent soin de leur barbe, de leurs cheveux. Et ben c'est un peu la même chose où on prend soin de ses parties intimes avec beaucoup de soin. On essaye de lui faire un petit gommage, etc., etc. À partir de là, je me dis, ok, on va passer le niveau supérieur, on va essayer de faire les lèvres. Oh, mon Dieu, quelle erreur je n'ai pas faite. Déjà, j'avais pas raccourci le poil. Autant vous dire que la cire s'est accrochée au long poil. Et c'est une zone qui est trop sensible. Ce qui me gêne, ce qui m'a gênée, c'est qu'en fait, t'es pas sur une partie fixe. Au niveau des lèvres, t'es sur une partie qui est pendante. Alors, les lèvres sont un peu pendantes. Donc ça fait qu'il faut tenir la lèvre. Et en même temps, il faut tirer le poil. Et donc, j'arrivais pas à faire ça. Parce que c'est une zone vraiment délicate. Sauf que j'ai mis une bande, j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. J'ai dû couper la bande au niveau des poils au ciseau parce que je n'arrivais pas à tirer, je n'arrivais pas à tenir mes lèvres pour tirer de l'autre côté. Vraiment une horreur, j'ai vécu l'horreur. Et je me suis dit, laisse tomber, à partir de là, je vais pas faire cette zone, elle est vraiment trop sensible pour moi. Ça vaut pas le coup, je l'ai plus jamais refaite à la cire. À partir de là, je discute avec une amie qui a fait il y a quelques années. Donc là, je suis plus en contrat de professionnalisation, je travaille. Je change souvent de lieu de travail et un jour je travaille dans un centre dentaire et je rencontre des personnes qui sont super, même si on n'est pas resté en contact. Il y en a une aujourd'hui qui est toujours en contact avec moi et c'est de cette personne que je vais trouver une super solution, l'épilation définitive. Donc je lui parle, je lui confie le fait que j'ai envie de m'épiler définitivement, que j'ai entendu que ça se fait aujourd'hui, etc. Et c'est elle qui me dit qu'elle l'a déjà fait. Elle a une peau beaucoup plus... Elle a quoi 3 ou 4 teintes de plus que moi, donc elle est très foncée. Et elle me dit qu'elle a fait, que c'est super, que ça fonctionne bien. J'avais déjà commencé à regarder des vidéos sur ce qu'il fallait faire, est-ce que c'était adapté par rapport au pigment, le danger, qu'il ne faut pas aller n'importe où, parce qu'avec la mélanine, on peut se faire brûler, etc. J'avais déjà
je m'étais déjà informée plus ou moins, et quand je lui en parle, elle me dit qu'elle l'a fait. Et là, je me dis, quoi? Tu l'as fait? Et je lui dis ce que j'ai trouvé comme information, qu'il fallait faire attention en fonction de ne pas aller n'importe où, on peut se faire brûler, tout ne fonctionne pas, la lumière pulsée par rapport à la mélanine, etc., etc. Et c'est elle qui me dit qu'elle l'a fait dans un institut sur Paris qui a hyper bien fonctionné. Elle en est satisfaite, etc. Et je me dis, ah bon, si elle l'a fait avec sa mélanine, je peux le faire. Elle me donne un contact et elle me dit chez Lazeo, d'accord, l'agence Lazeo, vous pouvez le trouver sur Internet, il y en a un peu partout. Ils font des épilations définitives sur tout type de peau. Parce qu'ils l'adaptent en fonction de ta carnation de peau, de ton intensité de mélanine, si tu en as ou si tu n'en as pas. Je peux vous dire que c'est révolutionnaire. Si elle l'a fait, ça s'est bien passé, qu'elle n'a pas été brûlée, parce que moi j'avais vu des vidéos où je me suis dit, oh, putain, c'est la catastrophe. Il y en a, ils se sont fait brûler des barbecues. Je me suis dit, je ne veux pas m'exposer n'importe où. En plus, c'est des zones, etc. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, j'y vais. J'ai pas mis le budget tout de suite. J'ai pas tout de suite mis le budget. Lazeo, ça s'écrit L-A-Z-E-O. D'accord? L-A-Z-E-O. J'ai pas de lien d'affiliation ou autre, mais voilà, vous pouvez trouver. C'est très bien, très très bien. J'ai décidé de le faire. C'est quand je l'ai fait il y a peu là. Là, peut-être ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Je sais plus parce que c'était quand j'ai remplacé ma collègue. C'était il y a un an. Non, ça fait 1 an que je l'ai fait. N'importe quoi, ça fait pas 2 ans, c'était l'année dernière. C'était en fait l'année dernière que je l'ai fait. Je me promène vers chez moi, comme j'aime bien le faire. Et là, je vois il y a un institut qui vient d'ouvrir. Et je vois que c'est l'institut dont elle me parle. Je me dis, mais c'est top, je vais le faire. À ce moment-là, je vous avais déjà parlé c'était dans une période, l'année dernière, vers avril, ma collègue, elle est tombée sur son épaule et j'ai dû la remplacer jusqu'à juillet. C'était l'année dernière ou pas? Ouais, c'était l'année dernière. Même pas, je crois qu'il y a 2 ans. Bref, on s'en fiche. Et en tout cas, ça fait pas si longtemps que ça. J'avais remplacé ma collègue, je m'étais fait un petit pactole parce que je faisais des horaires de malade. Et là... La dentiste chez qui je travaillais, elle me donne 800 €, les amis. Elle me donne 800 € cash, espèce, en plus de mon salaire. Pour tous les heures sup que j'ai fait, pour, ça y est, la petite prime. Fin juillet, elle nous donnait toujours une toute petite prime à Noël et une petite prime en juillet. Et là, elle me donne 800 € cash. Donc là, j'avais une enveloppe de 800 €. Plus mon salaire. Je faisais des heures sup, donc elle me payait plus mes heures sup. De tout ça, je décide, comme j'avais repéré déjà l'institut, je savais pas comment le financer, mais quand le pactole est tombé, je suis partie tout de suite prendre rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous, etc. Elle m'explique, je prends le forfait 5 séances plus une séance gratuite à peu près 800 €. Donc c'était 800 et des poussières. C'était pas 800 € pile, mais c'était 800 € et peut-être 40 ou 50, 800, 840, 850, je sais plus exactement. Et je me dis, pour ce que c'est, je fais les aisselles, je fais l'interfessier, je fais le maillot, ticket de métro inversé, c'est-à-dire avec le côté, on laisse les poils au niveau des lèvres. Elle me propose ça à 800 €. Et je me dis... Mon amie qui m'en a parlé, elle l'a fait pour un SMIC. Elle a dû faire ces parties-là. Je crois qu'elle avait fait les jambes. Non, elle n'a pas fait les jambes parce que elle a la chance de ne pas avoir de poils au niveau des jambes. Donc elle a fait exactement les mêmes parties que moi, sauf qu'elle a fait sur Paris. Moi, je ne l'ai pas fait sur Paris. Elle l'a fait pour 1200 €. Moi, je l'ai fait pour 800 €. Vous vous rendez compte? 800 €. Donc... ça s'est très bien passé. On te demande de te raser la veille. Essaye de laisser... Enfin, il faut laisser le poil pousser tranquille. C'était quand même
particulier parce que moi qui n'avais pas rasé ma peau depuis un moment, depuis très très longtemps en vrai, le fait de repasser au rasoir, je n'étais pas forcément contente. Mais voilà, donc, parce que mon poil était déjà très affiné, mais il était existant. Donc on te demande de vraiment te raser la veille de ton rendez-vous, pas avant, la veille. J'ai suivi scrupuleusement. Il fallait laisser ses poils pousser, tu transpires, c'est pas confortable. Pour moi qui étais habituée à ne pas avoir de poils parce que je les retire dès qu'ils poussent, je peux vous dire qu'il y a un petit désagrément, c'est de laisser ses poils, tu pousses, t'attends, t'es obligé d'attendre. Chaque séance est suivie de 6 semaines. Autant vous dire que 6 semaines, c'est long. T'as des poils de bâtonnets, de bâtards qui poussent et tu te dis, putain, j'ai envie d'enlever ces satanés poils. Tu ne peux pas parce que tu veux pas... je vais utiliser un mot vulgaire, mais niquer le processus en fait. Tu payes, t'as un devis, etc. Voilà. 6 semaines d'attente où tu ne dois pas toucher ton poil, il te nargue, il te regarde, il te dit « J'existe, regarde, je suis bien là ». Et toi, tu te dis « Mais c'est une blague ». Les 6 semaines arrivent, tu rases le poil, tu vas. Ça prend même pas 15 minutes. Ça prend même pas 15 minutes. Tu as une sensation de chaleur. Au début, c'est une intensité qui n'est pas forte. Et plus les séances passent, et plus elle augmente l'intensité. Ça fait après un moment comme des pop-corn qui sautent là. Voilà, tu te sens bien, les poils tombent, etc. C'est ma meilleure expérience. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis hyper contente de m'être épilée définitivement. C'est jamais vraiment définitif parce que en fait, il faut que tu le fasses mine de rien. Il faut que tu le refasses toujours quelques années après. Moi, quand je l'ai fait, donc j'ai fait les 5 séances plus la séance gratuite. J'ai rajouté 3 séances en dehors du forfait qui m'ont coûté, séance individuelle, 146 € la séance. J'en ai pris 3 parce que dans les 3 périodes différentes, j'ai voulu repasser. Et même comme ça, je peux vous dire que j'ai encore des poils fins qui sont là. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que je reprenne rendez-vous. Là, j'ai rien. C'est-à-dire que quand vous regardez mon aisselle ou ma partie du maillot, c'est comme chez Body Minute, tu as l'impression que tu n'as plus de poils, mais en fait, quand tu regardes bien attentivement, tu as des poils. Donc, j'ai encore des poils, même après, donc ça fait combien? 6, 7, 8, 9, ça fait 9 séances que j'ai faites, j'ai encore des poils fins, très très fins, qui peuvent s'enlever très facilement. Il faudrait juste que je reprenne rendez-vous. Mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc, qu'est-ce que je fais pour ces poils-là? Comme je n'ai pas repris rendez-vous, ça demande un budget. Je ne sais pas, je réfléchis. Ou quand j'aurai les moyens, je refais 5 à 6 séances. Voilà, ça va dépendre voilà. Ou je prends un peu moins. Mais dans tous les cas, je sais que j'en ai encore besoin. Je n'ai plus cette touffe de poils que j'avais auparavant. Je ne l'ai plus. Mon aisselle ou mon maillot est clean. Sauf qu'il y a des poils très très fins. Et il y en a beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme je n'ai pas les moyens encore de reprendre un forfait. Au début, j'appliquais la cire. Quand j'applique la cire, j'ai été forcée de constater que j'ai eu des poils tout fins, vous allez les voir, mais ils sont plein de poils tout fins qui n'ont pas été complètement, dont le follicule, là, la bulbe, n'a pas été complètement éliminé, mais qui s'est considérablement affaibli. Donc vraiment, si on jette un œil rapidement, on a l'impression qu'il n'y a pas de poils, mais il y en a. Et donc j'ai essayé la cire et comme je vous ai dit, forcé de constater que c'est tellement fin les amis, tellement fin que c'était pas satisfaisant. Je retirais la cire, je voyais qu'il y avait des petits poils fins, mais j'arrivais pas à tout enlever. Et à un moment, j'ai eu une idée de génie, c'est d'utiliser mon Braun. Mon Braun pour les jambes. Alors moi, je m'épile pour l'instant les jambes uniquement à l'épilateur électrique de la marque Braun. Je vous l'ai mis en lien.
tout simplement parce que je trouve qu'ils sont très efficaces, cette marque, que ma priorité n'était pas de faire mes jambes, que pour l'instant, je préférais... voilà. Pour l'instant, c'est une solution, m'épiler les jambes à l'électrique. Plus tard, parce que c'est une zone plus longue, je ferai les jambes à l'épilation définitive, mais voilà, c'était vraiment pas ma priorité parce que c'est pas ce qui me dérange. Je me suis dit pourquoi pas, comme c'est des poils très fins, pourquoi pas utiliser le Braun. Et là, c'est vraiment après avoir essayé la cire, j'essaye sur la partie des aisselles et du maillot, ça ne me fait absolument pas mal. Là où, quand j'étais très jeune, je m'épilais encore au rasoir. J'avais acheté un Braun pour mes jambes. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer aux aisselles, au niveau des aisselles. Et ça m'avait fait hyper mal. Et je me suis dit, jusqu'à ma peau, elle s'était emmêlée dans la machine, etc. Je me suis dit, non, je peux pas utiliser le Braun dans les aisselles, ça fait trop mal. Comme mon poil, suite à l'épilation définitive, c'est complètement, vraiment affaibli, il est vraiment très fin. Quand vous passez le Braun, ça s'enlève, vous le sentez quasi pas. Et je peux vous dire que une pépite. Donc pour les poils très fins, au niveau de mon maillot encore, le haut de mon maillot et au niveau de mes aisselles, comme ils sont très faibles, je passe le Braun. Je peux vous dire que ça fonctionne et ça me fait absolument pas mal. Avant d'utiliser le Braun, j'avais, comme je vous avais dit, utilisé la cire. Mais avant la cire, enfin pour compléter même la cire, j'avais utilisé la pince à épiler. Donc je pouvais littéralement m'asseoir sur une chaise et passer mon temps à épiler les poils un par un avec une pince à épiler. Tellement c'était quelque chose qui me gonflait. Parce que certes c'est petit mais c'est là, je sais que c'est là. J'ai épilé les poils restants très fins à la pince à épiler au niveau de mes aisselles, au niveau de mon maillot. Et c'est bien après que j'ai utilisé le Braun dans ces parties-là. Et je me suis dit ça change la vie. Donc j'étais prête à tout pour retirer les poils au niveau de mes aisselles et de mon maillot. Parce que c'était pour moi pas viable de continuer à avoir des poils, même très fins. Vous savez que quand on a des poils même très fins au niveau des aisselles, on transpire. Et je ne supporte pas le fait de transpirer à cause des poils. La transpiration, c'est bien, c'est naturel, c'est essentiel, c'est même important dans le processus de notre corps parce que ça élimine en fait, mais ça élimine les toxines, etc. à travers la sudation, mais je supportais pas de transpirer à cause des petits poils. C'est même pas j'avais une touffe de poils, non, c'est des poils qu'on voit même pas bien à l'œil nu qui me font transpirer comme un bœuf. Donc vraiment, je passais mon temps épilé à la pince à épiler, ça me faisait mal aux doigts, etc. Mais j'étais déterminée, j'étais devenue presque sadique à l'idée d'enlever le poil à la pince à épiler et de sentir le poil se retirer de ma peau. Tellement je me suis dit, mais c'est bon en fait, faut sortir. Voilà, je respecte les poils, mais voilà, il faut doser. Et quand j'ai trouvé cette solution de temporaire, si je puis dire, de passer le Braun dans ces parties-là parce que le poil est affaibli et donc j'ai plus mal, c'est top, c'est une solution pour moi qui est top. Voilà pour mon parcours épilatoire. Je suis contente de ce parcours, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je vois encore des femmes qui se battent avec les poils. Il y a des solutions, certes coûteuses. J'ai une amie qui ne supporte pas la douleur. C'est mental pour elle. Mental et physique, mais en fait, c'est plus une appréhension. Et après, c'est une réaction purement exagérée. Parce que la douleur, il faut savoir qu'une fois que, par exemple, quand on va s'épiler, une fois qu'on on enlève, on retire la bande, il se passe même pas 2 secondes et après, on sent plus rien. Donc vraiment, après, des fois, c'est mental, c'est en fonction de son degré de sensibilité à la douleur. Moi, là où vraiment ça m'a fait mal une fois, c'est quand j'ai voulu faire l'épilation épilatoire, l'épilation à la cire intégrale, d'accord, maillot intégral. Je peux vous dire que j'en ai bavé au niveau des lèvres et je m'étais dit... Et
c'était une professionnelle qui me le faisait, c'était même pas moi cette fois. Et je m'étais dit non, je ne fais plus cette partie-là, trop sensible, et puis les poils sont très bien là. Je m'étais dit je fais plus. Bref, tout ça pour dire que, voilà, il y a, pour mon ami qui a une grande sensibilité à la douleur, qui ne se voit vraiment pas infliger cette douleur-là, elle est encore à la crème épilatoire et au rasoir. Autant vous dire que c'est... Même à la cire, elle ne supporte pas. Autant vous dire que c'est dramatique. Mais elle pense à se faire épiler définitivement. Mais ça représente un budget. Donc après, il faut savoir où c'est vraiment important pour vous, où vous pouvez vivre encore avec vos crèmes épilatoires chimiques et votre rasoir. Moi, j'étais prête à mettre vraiment beaucoup d'argent pour me faire épiler. J'en suis grandement satisfaite. C'est-à-dire, même s'il me faut encore des séances, je suis très satisfaite de chez Lazeo. Vraiment, je suis grandement satisfaite. Tout simplement parce que c'est efficace. C'est indolore. Enfin, indolore. Après, ça dépend de l'intensité de la machine qu'elle va utiliser. Mais c'est 15 minutes, 10 à 15 minutes. Vraiment, vous voyez pas votre vie passer et tout se passe bien. Sur le coup, on dirait des pop-corn qui sautent, vous sentez votre poil brûler, mais il n'y a vraiment pas de quoi faire un drame. C'est comparé à la cire, vraiment, ça se passe très très bien. Voilà. Après, j'ai été face à des gens bienveillants aussi, à des femmes bienveillantes qui, quand elles m'ont fait, à la fin, aux dernières séances, j'avais une femme et je discutais avec elle et je lui disais mettez le maximum parce que c'est les dernières séances, donc vous mettez vraiment la machine au maximum pour que ça puisse faire effet, parce qu'après je savais que mon forfait allait se finir et elle m'a vraiment fait m'a fait sauter les pop-corn. Mais malgré ça, c'est tenace, on a beaucoup de poils, plus qu'on pense, parce que là, regardez, j'ai passé toutes ces séances-là, 9 séances, j'ai encore plein de petits poils très fins, mais qui sont là, j'ai encore des follicules qui sont là, donc c'est un investissement, mais ça change la vie. Pour les gens qui préfèrent avoir la peau douce, etc. Voilà. Pour les gens qui sont très bien... Qui se sentent bien au rasoir, c'est comme elles veulent. Mais moi, je vois ma sœur, ma copine qui fait leur truc chimique, là, l'épilatoire chimique. Pour les conseils, ce que je pourrais donner à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, prenez-vous un abonnement. Faites-vous ça, la cire. Ça affine le poil, même si ça l'enlève pas, ça affine le poil. C'est déjà ça. Voilà. Tu as un peu d'argent, tu te prends un forfait à moins de 30 €, tous les mois tu le payes, tu vas faire ton épilation, tu entretiens ta peau, c'est toujours mieux que le rasoir et c'est toujours mieux que chercher des solutions indolores. J'ai rien contre les personnes qui sont sensibles à la douleur, mais vraiment se conforter à utiliser une crème épilatoire parce qu'on n'a pas envie de se raser, mettre des produits chimiques dans une zone aussi sensible et importante que les aisselles et le maillot, c'est catastrophique. Alors certes, c'est indolore, certes, ça ne fait pas mal, mais c'est chimique à mort. Et dites-vous bien, s'il y a bien une chose dans le corps de la femme qui est importante, c'est les hormones. On a besoin de ne pas s'attirer de problèmes hormonaux. On a déjà les règles, on a déjà des changements hormonaux en fonction de notre alimentation, notre hygiène de vie, etc. Du stress et tout plein de choses. On n'a pas besoin de s'empoisonner avec des crèmes épilatoires chimiques. D'accord ? Y a ça. Voilà tout ce que je peux vous dire. Prenez-vous un petit forfait chez Body Minute, même s'ils sont pas top, même si c'est toujours mieux que le rasoir et la crème épilatoire. Il y a autre chose dont je voulais vous parler, je vais terminer là, c'est la transpiration. Et mon Dieu, j'ai fait face à un cas, la transpiration. Je ne sais pas si c'est ce que je mange si c'est parce que je mange un peu plus gras, mais j'ai un vrai problème de transpiration. J'ai un problème de transpiration
Mais c'est pas une transpiration, c'est juste de l'eau qui sort de tes aisselles. Non, c'est de la transpiration mauvaise odeur. Je fais en sorte de faire je fais des recherches sur cela. Qu'est-ce que je peux utiliser pour arrêter d'avoir une transpiration odorante? Je pue, les amis. Quand je transpire, je schlingue. J'ai pas de poils. Du moins, j'ai des petits poils. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai une mauvaise odeur au niveau de la transpiration. Donc, je m'étais dit que c'était à cause des déos que j'utilisais. Les déos qui se disent antitranspirants, c'est très chimique. Et j'ai voulu passer, mais c'est vrai que c'est antitranspirant pour certains. Moi, je suis arrivée à mon cas là, où les déos, par exemple, Cadom ou Neo, je sais plus c'est quoi la marque, je mets le déo, j'arrive à transpirer une odeur. C'est-à-dire que je ne comprends pas à quoi servent les déos. Et je m'étais dit, c'est pas normal parce qu'en fait, j'ai retiré la majorité des poils et je dois avoir quelque chose dans le corps, à l'intérieur du corps, qui doit faire que j'ai une mauvaise transpiration, à odeur forte. Même mon copain, je vous le dis, même mon copain sent pas comme je sens. Pourtant, il a des poils en dessous des bras. Donc, c'est pas un problème de poils, là. C'est un problème de l'intérieur de mon corps. C'est un problème, je pense, hormonal. Donc, je me dis, c'est à cause des déos chimiques, je vais passer au déo naturel. Je vais à la parapharmacie, j'achète un déo naturel en crème. On me dit que c'est plus efficace que le talc. Je mets, sauf que je continue de transpirer. Je continue littéralement de transpirer et c'est pas une bonne odeur de transpiration. Donc je sais pas comment font les Asiatiques, mais il faut qu'on me donne leur secret. Parce qu'elles, quand on transpire, on dirait qu'elles ne transpirent pas. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de passer au déo naturel. Je vois que sur internet, pour désinfecter la partie, on peut utiliser du citron. Le citron, c'est très agressif. Faut pas, voilà, j'ai essayé, c'est très agressif. Il y a des personnes qui vous disent « Ah, vous mettez le citron un petit peu le matin, vous ne sentez pas, vous ne puez pas en fait dans la journée. » Pour l'avoir testé, c'est pas vrai, d'accord ? Votre odeur de transpiration ne diminue pas. Pourquoi ? Parce que, mon avis, c'est que certes, on va appliquer le citron sur la zone, mais l'odeur vient de l'intérieur. D'accord ? L'odeur vient de tout ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a une mauvaise odeur, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur du corps qu'il faut nettoyer. Donc après avoir avoir testé ces remèdes qui ne fonctionnent pas, je vous l'atteste, je me pencherai sur une détox interne. C'est mon idée, c'est de me détoxifier à l'intérieur du corps. C'est-à-dire nettoyer l'intérieur du corps pour que quand ça sort, parce qu'en fait c'est des toxines qui sortent au niveau de mes aisselles, ça ne sent pas. J'ai pas encore fait mes recherches, je vais me pencher dessus très prochainement. Je vais essayer de regarder plein de choses, essayer aussi de me conseiller au niveau des parapharmacies pour savoir ce qui fonctionne, les détox à l'intérieur. Vous savez, s'il y a des choses qu'on doit traiter à l'intérieur, comme par exemple ces problèmes émotionnels et autres, ces problèmes de manque et autres, il faut toujours aller à l'intérieur pour retirer, déraciner le problème. Appliquer du citron à l'extérieur ne change rien au fait que ça vient de l'intérieur. Donc, ce que je vais essayer de faire, ce que je vais faire après avoir fait mes nombreuses recherches, c'est essayer de me trouver comment me détoxifier le corps à l'intérieur. C'est comme tout, on se nettoie la peau, etc. On boit de l'eau, on essaye de prendre des compléments alimentaires comme de la vitamine D pour le soleil, du magnésium contre la fatigue, etc., etc. Et je pense que je vais ajouter à tout cela, parce que j'essaye plein de choses pour ajouter à tout cela, comme du fer aussi, je vous avais dit que j'ai tendance à être anémique. Ce que je vais faire, c'est tester une détox intérieure qui soit pas spécialement chimique, mais qui soit efficace. Voilà. Et je vous dirai, je vais essayer un certain temps, quand j'aurai trouvé. J'essayerai, je vous dirai si ça fonctionne.
Mais faut pas se leurrer, quand il y a une odeur qui ne sort pas par les déos ou autre, c'est il faut traiter à l'intérieur, à la racine, et c'est qu'il y a quelque chose, un organe qui doit être purifié, c'est tout. Faut nettoyer, si je puis dire ainsi. Voilà. Je pourrais partir aussi sur le fait que je ne prends pas de pilule. Je ne prends pas de pilule. Je suis quelqu'un qui a tendance à être anémique et je vois que j'ai très 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 peu de règles. Je suis quelqu'un qui ne remplit même pas 5 tampons dans la journée en période de règles. Je ne sais pas pourquoi. Ma dernière prise de sang était bien, voilà, parce que je prenais des compléments alimentaires et tout. Enfin, je prenais des compléments, je prenais un traitement pour l'anémie. Mais c'est vrai que je me vois très jeune avoir des règles en abondance. Et en fait, ça fait des années là, après ma forte période d'anémie, où vraiment j'étais en anémie sévère, je n'ai plus eu mes règles d'avant. J'ai plus de règles abondantes. Je ne prends pas de pilule. Je n'ai pas été vaccinée, donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a un changement hormonal, il y a quelque chose qui a fait que je n'ai plus de règles abondantes. Elles sont là, elles viennent tous les mois, mais j'utilise que très peu de serviettes et de tampons, vraiment. Et ça se finit très vite. C'est-à-dire que moi, c'est 3 jours, quoi. C'est 3 jours et en plus à faible... c'est faible, en fait, la quantité qui coule. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes sujet à cela. Si vous prenez la pilule, c'est normal. Si vous vous êtes fait picouser, je pourrais dire presque que c'est normal aussi parce que je pense que ça a modifié votre intérieur, etc. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. Mais j'ai vu progressivement et j'ai que 30 ans, mes règles se diminuer. Je pense pas que je suis infertile. C'est un changement hormonal, mais ça m'inquiète des fois de temps en temps. Par contre, j'ai toujours eu mes règles tous les mois. Attention. Comparé à... J'ai ma sœur qui a ses règles une fois tous les 2 mois, etc. Même j'ai une copine aussi qui s'est fait picouser, qui a ses règles pas tous les mois. Parfois, elle les a même 2 fois dans le mois. Enfin, un dérèglement qui est ouf. Moi, ça n'a rien à voir parce que j'ai pas pris tout ça, en fait. Donc voilà. Je me pencherai dessus et je répondrai à ces questions. Dites-moi en commentaire, vous, comment c'est passé. Où est-ce que vous en êtes dans votre processus d'épilation? Est-ce que vous voulez vivre avec des poils ou pas? C'est ok, hein. Après, chacun essaye de trouver son équilibre, comme j'aime bien le dire. Ce qu'il aime pas, etc. Est-ce que vous avez aussi des problèmes en termes de règles et de transpiration? Dites-moi ce que vous utilisez aussi. Je n'ai pas testé les culottes. Pour règles, là, pour menstruation. Je n'y crois pas, à vrai dire. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui aime utiliser les tampons parce que j'aime que ça reste à l'intérieur. C'est-à-dire que la sensation d'écoulement, je n'aime pas. Les serviettes, je n'aime pas. J'aime pas cette sensation d'écoulement. Donc, c'est vrai que pour moi, les tampons sont top. Après, je ne force pas. J'essaye de mettre des tampons. Et quand j'ai plus la nécessité vraiment de mettre des tampons et que ça peut couler parce que ça coule très peu, je préfère mettre des petites serviettes très fines. Donc j'essaye vraiment de mettre pas beaucoup de tampons, mais je pourrais pas passer au 100% serviette parce que je l'ai fait quand j'étais jeune, c'était horrible et j'avais encore plus de flux. Voilà, il faut essayer de trouver son truc. Maintenant, les culottes menstruelles, je n'y crois pas. Franchement, s'il y a bien une chose, c'est que l'odeur des menstruations, ça sent. Le fait de garder une seule culotte toute la journée, mon Dieu, l'odeur. Qu'on veuille me dire, ouais, non, mais ça sent pas, ça absorbe, ça sèche. Moi, j'étais quelqu'un, quand j'ai utilisé mes serviettes, je suis quelqu'un qui était capable de changer beaucoup de fois sa serviette. Rien que parce que ça coulait un petit peu, rien que parce que l'odeur, parce qu'à un moment, certes, t'as ton flux,
Mais quand ton sang il commence à devenir marron et que ça fait un moment que tu n'as plus d'écoulement de sang dans ta serviette et que ça commence à sentir vraiment une odeur, moi je changeais de serviette. Je changeais. Donc l'idée, peut-être ça fonctionne, peut-être ça fonctionne pas, je ne sais pas, ça dépend des flux, mais l'idée de garder une seule culotte toute la journée avec mes règles, non. Je sais pas comment... non. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. Voilà, c'était un partage que je voulais vous faire. Prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, faire des détox aussi internes, c'est important. Je vous donnerai quelques tips pour ça. Et je vous fais de gros bisous. Pourquoi je fais ce podcast? Tout simplement parce que je pense qu'on devrait se soutenir. On devrait se donner, s'échanger des petits tips. Il n'y a pas de recette miracle, il y a juste chacun à son parcours. L'objectif, c'est d'être plus soudés. Parce que nous, les femmes, on est un peu mauvaises. Être soudées. D'accord? Moi, je sais que quand j'ai commencé à m'épiler toute seule et que les filles voyaient, mes sœurs voyaient que Sophia, elle gère, quoi. Elle a fait son petit parcours, elle a affronté les choses. Moi, j'ai ma sœur qui me dit, viens m'épiler. J'ai mes sœurs qui me disent viens m'épiler, etc. Voilà, l'objectif, on s'aide, on s'entraide, ça coûte rien, c'est de l'amour. On est dans le même panier, que ça soit odeur interne, que ça soit odeur vaginale, que ça soit odeur, transpiration et tout. Il n'y a pas de honte, on est des femmes, on sent pas la route tout le temps. Même pour vous dire, je sens plus que mon copain au niveau des aisselles. Je trouve, mais je comprends même pas moi-même. Mais c'est naturel, c'est comme ça. On essaie de trouver des solutions. On n'est pas là pour critiquer. On est là dans le partage, dans l'amour. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.